On ne sait jamais vraiment ce que l'on a dans le ventre, et encore moins dans la tête. C'est la vie qui décide de nos talents. Celle de Jean-Pierre Nucci débute quelque part dans les quartiers populaires d'Ajaccio, loin de tout intellectualisme. La suite, c'est lui qui la raconte, avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Jean-Pierre Nucci. Eh oui, avec plein de portraits. Les personnages de ma famille, hein, eh oui. Les membres. Qu'on va raconter, hein, effectivement. Mais on va commencer là. Venez, on va commencer là. Où tout commence. Oui, la menuiserie Nucci. Donc, mon grand-père était immigré italien. Oui. Il est arrivé en Corse et s'est marié avec Marthe Nucci, enfin Marthe Casanova, et ils ont eu 11 enfants. 11 enfants. Bon. Et parmi eux, il y en a un qui a... les garçons ont fondé la menuiserie Nucci, mais en fait, le véritable entrepreneur de la famille, c'était Émile. Émile qui a créé l'entreprise, il a embauché, oui, ils étaient nombreux, et il en manque un, il manque Jérôme, il a embauché ses frères. Donc on voit mon père là, Paul là et Émile. Alors Émile, il a quand même une trajectoire assez intéressante, parce qu'on l'appelait Scapato, c'est son surnom. Parce que pendant la guerre, les 4 frères Nucci, les 5, ils sont partis à la guerre. En fait, c'est les enfants de la liberté, ils étaient gaullistes. Bon. Lui, Émile, il a été capturé, comme Pierre. Et Émile a réussi à s'échapper 3 fois. Donc on l'appelait Scapato, son surnom. Et comme mon père, lui, il n'est pas parti, il avait 15 ans. Il était plus jeune, il est resté beau gosse, votre père, et on le voit là. Ah oui, mon père, c'était c'était un bel homme. Hein. Arthur. Arthur, voilà. Il était intelligent, mais un peu, pour moi, à mon goût, un peu trop légitimiste. C'est-à-dire légitimiste? C'est-à-dire que chez les Nucci, ils étaient catholiques. Si vous voulez, quand on est catholique, l'autre a autant d'importance que soi. C'est ça qui est... Eh oui. Eh oui. Et donc, la loi, comme elle est censée nous rassembler tous, on ne transgresse pas, vous voyez? Et il avait le sens de l'intérêt général chez lui. Je dirais qu'il a pris un peu le pas sur le sens de la famille. C'est-à-dire qu'on était prêt à sacrifier, on se sacrifiait soi-même pour l'intérêt général. Et ça, il faut penser à soi aussi. Il ne pensait pas assez à lui. Eh oui, le sens du sacrifice, on n'a qu'une vie, hein, on n'a pas deux. Donc, il ne faut pas dire la prochaine fois, il n'y aura pas la prochaine fois. Donc, voilà. Mais c'était un homme qui était intelligent, qui s'est instruit par lui-même. Qui n'a pas beaucoup profité de son talent non plus, parce qu'il n'était pas très ambitieux non plus, finalement. Voilà, le problème de mon père, c'est qu'il manquait d'ambition, mais voilà, l'argent, pour les catholiques, ça ne compte pas. Hein. Voilà, donc c'est la relation à l'autre qui était importante. D'accord. Mais c'était un père aimant. Et bon, voilà, il m'aimait, je l'aimais, pas de souci de ce côté-là. Et il aimait elle aussi, votre papa? Alors voilà, hein, donc... la rencontre. Ça, c'est la rencontre avec Angèle. Angèle Poggi. Poggi. Belle aussi, hein. D'ailleurs, vous avez des parents magnifiques. Ils se sont aimés toute leur vie, vos parents? Oui, ils sont... Enfin, mon père est mort avant ma mère, mais il est mort à la maison. Et ma mère l'a accompagné jusqu'au bout. Alors, ma mère, pareil, mais d'abord les siens. L'intérêt général, oui, mais d'abord les miens. Voilà. Mais surtout que les siens, surtout qu'elle a une histoire un peu compliquée, votre maman. Ouais, on va le voir, justement, en allant sur le portrait d'à côté. Cette très belle femme, là, qui c'est, là? Alors là, c'est ma grand-mère, c'est Joséphine. Hein. Alors, elle est née Joséphine Val à Borgo. Et après, ils ont immigré pour diverses raisons à Marseille. Alors, elle fait le ménage dans un hôtel, elle a 20 ans, elle est très belle. Elle est embauchée par Lucie Montejane, qui est la propriétaire de l'hôtel. Et elle tombe amoureuse du fils Montejane. Le fils du propriétaire de l'hôtel. Voilà, et qui est... c'est un amour vraiment très fort, très fort. Mais sauf que c'est un amour qui n'a pas le droit d'exister, en fait. C'est un amour, c'est une mésalliance pour les Montejane. Ouais. Et donc, c'est un amour qui peut pas... à l'époque, on ne dépassait pas ça. Hein, des mésalliances, c'était rare. Ah oui. Et donc, Lucie Montejane s'oppose fermement à leur couple et a réussi à les séparer. Sauf que quand elle les sépare, elle est enceinte, votre grand-mère. Alors, elle n'est pas seulement enceinte, c'est que ma mère, Lucien était roux, et quand ma mère est née,
Angèle, qu'on aime bien, elle sort brune. Et ce qu'il y a, c'est que Lucien, il n'a pas eu la force de s'opposer à sa mère. Comme ça, Et il part. Voilà, il ne fait pas de choix, il choisit fait pas ni de l'une ni choix. l'autre, il part à l'autre bout du monde En Indochine. et il laisse votre grand-mère avec son bébé Ouais. seul à Marseille, Seul à Marseille, sans le sou. sans le sou. Et Mais elle, votre grand-mère, donc, avec sa fille, elle décide un jour de rentrer en Corse. alors, ce qui est de beau, c'est que bon, elle reste 2 ans quand même à Marseille, Ouais. et elle décide de rentrer en Corse parce que sa propre mère s'est remariée avec un Ajaxien. Bon. Et elle va voir une carte ancienne qui lui dit vous allez rencontrer l'amour de votre vie sur le bateau. Non. Bon, alors bon. Ouais. Et sur le bateau, elle rencontre Joseph Poach. Incroyable. Alors, Donc elle rencontre cet homme-là. cet homme-là, vous voyez, regardez comme il est bien. Élégant. Élégant, hein. Et cet homme-là, c'est un homme de cœur, lui aussi. Il a marié. Bon, il s'est marié avec ma grand-mère. Et surtout, il adopte ma mère. Ah, il accepte votre mère. Et oui, ma mère devient Poggi. Poggi, Angèle C'est Poggi. là. Alors que normalement, c'était une Angèle Montegiane, mais comme il ne l'avait pas reconnue. Complètement. Voilà. Et là, ensemble, eux, ils vont avoir 2 autres enfants, Deux d'ailleurs. filles. 2 autres filles. Pierrette et Jacqueline, qui sont mes tantes, qui. Voilà. Sauf que l'histoire va se compliquer un petit peu, parce qu'un beau jour, lui, là, Et alors voilà. Lucien Montegiani, qui a vieilli, Ouais. revient Lucien- dans le coup. Alors d'abord, il revient quand ma mère, elle a 6-7 ans. Ouais. Il veut la reprendre. Carrément. Oui, il dit à Joséphine, il se voit en cachette, parce que les frères de ma grand-mère et toute la famille, il dit, si Lucien Montegiani vient à Ajaccio, on lui trouve la peau. Et il dit à Joséphine, tu n'as qu'à laisser tomber Poach, tu reviens avec moi. Ma grand-mère, à ce moment-là, c'est une femme d'honneur. Elle dit, mais je ne peux pas te suivre, mais tu dis n'importe quoi, tu délires. Elle n'avait pas encore ces 2 autres filles, hein, mais elle était encore amoureuse. Quand ça revient, on ne s'y attend pas, elle est encore amoureuse, mais elle met un point d'honneur à ne pas le suivre. Donc lui, il promet de ne pas se remarier. Il a dit, j'ai commis une erreur impardonnable, donc je pars. Donne-moi des nouvelles de ma fille régulièrement, et je ferai ma vie, et je ne me remarierai pas. Je ne me marierai pas. Et il ne s'est pas marié. Et il revient. Et il revient plus tard, quand ma grand-mère a 50 ans. Et ma mère, à ce moment-là, elle savait qui était son père. Elle avait ce tourment en elle de oui. ne pas le voir. Et il renoue. Mais tout ça en cachette, parce que... Et donc, de votre maman, en fait, elle aura 2 papas, en fait. Elle a 2 papas. Mais comme elle disait, c'est pas ma faute si j'ai 2 papas. Moi, j'aime les 2. Mais elle était loyale envers Poach. Et en même temps, elle avait envie de mieux connaître et de fréquenter Montegiane. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo que vous aimez bien, je crois. Oui. Hein? J'aime bien parce que là, c'est vraiment l'image de ma mère quand elle était... Alors, l'enfant, c'est pas qui c'est. Hein. Mais quoi qu'il en soit, j'ai mis cet enfant parce que ça résume quelque chose. C'est que votre mère, elle vous a toujours dit, tu t'imagines, Jean-Pierre, si j'étais né rousse, moi, j'aurais eu une autre vie, en fait. Quand ma fille est née, Camille, elle est rousse. Mais elle est rousse. Comme moi, j'étais roux. Alors, on ne le voit plus maintenant, mais j'étais roux. Comme vous, comme Montegiani. Comme Montegiane. Et ma mère, elle rentre dans la maternité, elle regarde Camille, la première phrase qu'elle me dit, si j'avais eu la même couleur de cheveux, mon destin aurait changé. Et moi, j'ai dit encore cette histoire, maman. Alors maintenant, on va parler du vôtre, du destin. Ah oui. D'accord. Bon. Allez, c'est par là que ça se passe. Prenez place, Jean-Pierre. Et donc, on va arriver à vous. Et vous, ce qui résume votre enfance, c'est ça. Oui. Donc, vous voyez, j'ai été élevé au bord de la mer. Donc là, ça, c'est moi au Parc Berthaud. On est à Ajaccio. Ajaccio. Bien sûr, hein, Ajaccio. Je suis au Parc Berthaud. Et à l'époque, le Parc Berthaud, c'est le confin de la ville. Et après, il n'y avait rien. Il y avait la chapelle des Grecs. Donc, oui, non, l'enfance a été magnifique. Un cadre idéal. Pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, non. Non. On n'était pas dans la misère non plus, hein, mais
On peut pas dire que voilà. Mais tout le monde, tout le monde était logé à la même enseigne de toute façon. Oui, oui. Puis mais on était heureux. Et puis ça n'avait pas d'importance parce qu'en fait, ce qui est la richesse des Corses, c'est quoi? C'est la nature. Elle nous appartient à tous. Elle est gratuite. Et on la retrouve là, la nature. C'est pour ça qu'il faut la préserver. Alors là, donc on retrouve la plage de Capot avec mon ami Victor Scampidu, Jean-Michel Desfrancs et moi au milieu. Bon, à l'époque. C'était un peu mieux que maintenant, mais ça, bon. C'est l'héritage de votre maman. Voilà. Ce côté amour de la nature, la pêche sous-marine, bien sûr. C'est votre mère qui a toujours... ma mère, elle était pêcheuse. Ouais. Elle adorait ça. Dans sa famille, alors il pêchait à la ligne, il partait en barque. Moi, après, j'étais chasseur sous-marin. J'étais le pêcheur de Capot, on m'appelait. Ça, c'est le côté maternel, la nature. Et il y a le côté paternel. Le sport. Le sport. Votre père était amateur de culture physique. Alors, mon père, lui, il aimait le sport, mais pas le sport de compétition. Vous voyez, là, moi je fais partie des équipes de handball, de Ajaccienne, et c'est du sport de compétition, là. Complètement. Mon père, lui, me disait toujours, mais fais du sport pour toi, pour être bien. Il avait déjà cette pression, il avait anticipé. Et moi, bon, non, j'étais plutôt... oui, on voit, là, en plus, on vous cite, mai 76, Panequin remet la Coupe de Corse au capitaine du GFCA, cadet Jean-Pierre Nouch. J'ai une belle coupe, on dirait du Gléquin. Mais un Playmobil. Mais c'est une vie qui vous convient tout à fait, ça, en fait, parce que vous jouez au hand, vous ne travaillez pas trop à l'école, Jean-Pierre. Alors là, je pense que j'ai pas laissé un grand souvenir au lycée Fèche. D'ailleurs, vous n'avez même pas le bac. Non, non, mais à moi, à 16 ans, on m'a mis dehors. On m'a dit, bon, là, on ne peut pas vous garder, c'est pas la peine, vie active. Mais le hand, donc j'étais passionné. Et grâce au hand, vous rentrez à l'hôpital, vous avez un petit emploi AST. Là, je suis à l'équipe du gaz, et je quitte l'équipe du gaz, et je vais jouer à l'hôpital, parce que je suis embauché à l'hôpital pour renforcer l'équipe de hand. Voilà. J'avais un petit niveau qui était acceptable, quoi, je dirais. Et vous avez même, j'ai envie de dire, cette petite vie, c'est-à-dire que vous jouez au hand, vous avez votre emploi à l'hôpital, vous êtes un peu comme votre papa, quoi. Pas trop d'ambition, cette vie vous convient tout à fait, en fait. La pêche sous-marine, voilà, je faisais le bout à la plage, avec les copains, les sorties. Et puis, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, je rencontre une personne. Et cette personne, un jour, elle m'a dit, on ne va pas se regarder dans les blancs des yeux toute notre vie. Si tu veux, il va falloir que tu construises quelque chose. En fait, moi, je n'avais pas réalisé, quoi. Moi, j'étais bien, voilà, je disais, pourquoi Sauf qu'elle, elle fait des études d'avocate à Paris. Voilà, et puis, j'avais besoin d'autre chose, comme Marius dans Marius et Fanny, quoi. Et autre chose, ça part aussi encore dans un autre domaine sportif, parce que pendant que vous êtes à Ajaccio, vous passez quand même vous réussissez à passer votre premier diplôme, celui de maître nageur sauveteur, quand même. Alors, avec beaucoup de difficultés. Parce que quand on quitte l'école en 3e, je peux vous dire que le cerveau, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas mis en action. Mais quoi qu'il en soit, votre cerveau se met en action et vous l'avez, ce diplôme. Et grâce à ce diplôme, on vous retrouve. Voilà, là j'ai 33 ans, 34 ans, là. Et donc, j'entraîne le Neptune Club de France. Donc, je suis titulaire non seulement du maître nageur, mais après, je passe les brevets d'éducateur sportif. Exactement. On vous retrouve déjà maître nageur à Paris. À Paris. Vous suivez effectivement cet avocat à Paris. Et comme vous dites, maître nageur, vous travaillez pour la mairie de Paris, mais là naît peut-être un début d'ambition, parce que maître nageur, ça ne vous suffit pas. Alors, est-ce que ça ne vous suffit pas parce que vous êtes avec une avocate? Est-ce que ça ne vous suffit pas parce que vous voyez que vous réussissez à des concours que vous imaginiez pas, vous imaginiez inaccessibles? Marine. Non. Oui, effectivement, il y a de tout ça. Et oui, le fait d'être avec une avocate quand on est maître nageur, il y a quand même un décalage social. Donc il faut le combler. Si on veut continuer à vivre ensemble, il faut le combler. Donc combler comment? Par instruction, par les études. Donc je me remets à étudier tout. Mais tout. Il y avait le bureau de la formation de la ville de Paris, il y avait toutes les formations possibles et imaginables. J'ai étudié la comptabilité, le droit, l'économie, payer vite et bien, un truc imbuvable. Moi, j'ai pris du plaisir. Bon, tout ça s'est passé, mais en même temps, parallèlement, j'ai passé des brevets d'éducateur sportif, d'entraîneur de natation et aussi le préparateur physique.
Donc je faisais tout ça en même temps. Et vous réussissez surtout. J'ai réussi tout. Mais c'est incroyable, c'est que l'appétit vient en mangeant. Vous vous apercevez que vous avez cette capacité d'apprendre et de réussir. Oui. Ça doit être une vraie surprise aussi pour vous, ça. Alors pour moi, ça a été une révélation. C'était une révélation parce que je pensais, quand j'étais plus jeune à Ajaccio, je pensais que je ne comprenais pas l'école, que ce n'était pas fait pour moi. J'avais honte un peu. Donc là, en fait, j'apprenais et je comprenais. Ah, c'est pas possible. Non, mais vraiment, ça a été ça. Et puis... ça va loin, Jean-Pierre, parce que avec la mairie de Paris, vous passez même l'écrit du concours d'administrateur pour entrer aussi à l'ENA. Oui. Et donc, quand j'ai été récupérer mes notes, je me dis, mais j'étais surpris. Je me dis, bon, je suis un imposteur, c'est pas ma place, c'est pas... Mais non, vous êtes une plume, on m'a dit. Vous êtes une plume. Une plume, moi. Et on va vous retrouver, alors vous allez m'expliquer comment on va vous retrouver. Alors voilà, là c'est quand j'ai travaillé chez Vuibert. Signé de votre main en fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je passe le concours de l'ENA, j'échoue, mais l'administration vous remet à votre place initiale. Donc, je me retrouve sur le bassin, maître nageur. J'en pouvais plus. Et on me dit, écoutez, monsieur Nucci, maintenant vous allez former les maîtres nageurs à l'aquagym. Et donc, comme vous êtes préparateur physique, vous avez des connaissances d'anatomie, il nous faut un support, vous m'écrivez un support. J'écris un support, mais moi, je m'y mets, donc je fais anatomie, physiologie, diététique, un truc... Bon, ça faisait un bon petit bouquin. Donc, je fais la formation, je suis formateur à la ville de Paris, puis en même temps, j'envoie ça, celui-là. J'envoie ça à Vuibert, comme ça. On me rappelle, elle me dit, voilà, je vais au rendez-vous avec l'éditrice, et elle me dit, vous êtes une plume. Alors là, bon, j'ai dit, bon, je vais finir par l'admettre. Et elle me dit, j'aimerais bien travailler avec vous, j'aime bien la façon dont c'est très pédagogue, et donc j'ai écrit 13 livres à peu près, parce qu'il en manque. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est parti là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, du coup, au bord des bassins, vous allez y passer la moitié de votre temps. Là, ça y est, je commence à quitter le bassin. Et on va vous retrouver surtout aussi là. De l'eau, pas les fesses. Ouais, pas les fesses. Pourquoi on prend pas le bas? Bon, parce que le bas, le bas, ça va pas. On reste en haut. Le bas, le collant. Et on serre. Je peux passer. Collant de tas. On serre, 30 fois là. Ça ou quoi? Ça sert à rien. C'est juste pour faire mal. Mais ça sert à quoi? Vous êtes préparateur physique, vous n'êtes pas n'importe quel préparateur physique. Vous avez dans votre clientèle parmi les plus grands patrons de Paris, vous avez des gens très intelligents, très puissants. Et quand ils vous appellent, c'est pour autre chose finalement que faire que du sport. Et dites-moi ce qui se passe en fait avec vos clients, parce qu'il y a quelque chose de plus que vous offrez. Vous. En fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. On m'a dit, si tu veux fidéliser, j'ai pensé que si je voulais fidéliser une clientèle, c'est ça qui est important quand on est en profession libérale, il faut ressembler à sa clientèle. Donc partant de là, moi j'avais pas mal étudié, mais là, tous les domaines de connaissances que je ne connaissais pas, dans les arts, le cinéma, que je connaissais mais pas à fond, le droit, j'ai étudié chaque année, par une année, on a étudié Jésus avec un client, tout le christianisme. Donc, systématiquement, essayez de vous mettre au niveau des gens que vous entraînez. Toujours. Et j'ai une anecdote qui est bien. Un jour, j'avais un client qui est le duc de... Je ne dis pas le nom, mais bon... Et le mec, il n'avait pas envie de faire de la gym. C'est sa fille qui avait dit, oui, il faut que tu prennes les cours avec Jean-Pierre. Tu vois pas, t'es gros et tout. Il faut que tu bouges, Oh, j'arrive, le mec, il est acariâtre et tout. Et moi, je lui dis, mais la famille, là, votre nom de famille... C'est pas vous, cette famille qui a suivi Louis XVIII en Angleterre et qui a combattu l'usurpateur? Des yeux qui sont... Comment vous savez ça? J'ai dit... Allez, faites-moi 2 pompes. J'ai lu Talleyrand de Jean Rieux. Vous avez lu Talleyrand de Jean Rieux? Et là, on est devenus copains comme cochons. Et il a massi ou pas? Non. mais on passait un bon moment. Exactement. Mais vous êtes une plume. Et quand on est une plume, c'est bien beau d'écrire des manuels chez Vuibert, mais il faut confronter sa plume à la noblesse suprême. Et la noblesse suprême, c'est le roman. Ouais. Et le roman, on ne va pas en parler là. On va en parler dehors. Allez. Allez, venez Jean-Pierre. Allez-y.
Et donc, Jean-Pierre, votre inspiration, ça va être elle. Dites-moi si je me trompe. Oui, Angèle. C'est vrai que je commence à écrire Montegiane, puisque elle, cette histoire, c'est l'histoire de sa vie, c'est son tourment, c'est bon, sa raison d'être. Elle dit toujours, oui, mais moi, je suis une fille Montegiane. Donc déjà, ça voulait dire beaucoup, ça. Hein. Et donc, je commence à écrire l'histoire. Puis après, j'apprends qu'elle va mourir, parce que quand on apprend qu'on a un cancer du pancréas, le médecin m'a dit 3 mois, pas plus. Donc là, je ne voulais pas le croire et il m'a dit, mais c'est comme ça, laisse-la partir. Il m'a dit, laisse-la partir, surtout laisse-la partir. N'essaye pas, ne tente pas. Il m'a dit, c'est comme ça. Et donc, j'ai continué à écrire. Et puis, à un moment donné, on était trop proche de sa mort. Donc là, elle m'a dit, bon, maintenant, on ne parle plus de ça. Ah bon? Voilà, oui, parce que c'était trop dur pour elle. Et pour moi, c'était très difficile. Et en fait, j'ai écrit Montegiane dans la douleur. Et je pense que le livre, il a été, à Ajaccio, il a eu un beau succès. C'est celui-ci, voilà. le livre. Voilà. Et les gens les gens qui l'ont lu ont été émus. Hein, donc c'est cette histoire. On retrouve un petit peu les personnages de la première partie, principaux, hein. Bien sûr. Voilà. C'est donc, vous dites que c'est à la fois un beau succès, c'est-à-dire qu'il va effectivement un beau succès ici, chez vous, oui. Mais en même temps, c'est un accouchement un peu dans la douleur. Parce que votre mère l'a pas vu finalement, le livre imprimé. Non, elle l'a pas vu. Elle est partie au mois de juillet et il est paru l'année d'après. Mais en même temps, c'est une catharsis pour moi. C'est-à-dire qu'en écrivant ce livre, en même temps, je me préparais à sa mort. C'est difficile de perdre sa mère. Ça nous poursuit. On met du temps. La douleur s'estompe progressivement, mais il y a quand même du temps qui passe. Après Montegiane, vous allez vous attaquer à elle. Ah, Bastarde. À la mère de votre père, oui. Qui, elle aussi, on ne l'a pas évoquée tout à l'heure, j'ai fait exprès de ne pas en parler, elle aussi qui a une histoire incroyable. Alors, incroyable parce qu'elle a été retrouvée sur les marches d'une maison à Zilone. Elle est abandonnée, en fait. Hein. Elle est abandonnée, mais avec la layette, hein, quand même. Donc, ce n'était pas des gens fauchés qui l'ont abandonnée. Et elle a été transférée à Goigne. C'est pour ça que j'ai une attache très profonde avec ce village. Elle était chez une famille nourricière, qui l'a gardée jusqu'à ses 12 ans. Et à ses 12 ans, si la famille nourricière n'avait pas adopté l'enfant était renvoyé aux enfants trouvés. C'est ce qui lui est arrivé. Elle a été abandonnée une deuxième fois. Alors, elle a été abandonnée, mais par la force des choses. C'est-à-dire que cette famille, c'était une famille Paul, ils ont été obligés de fuir Goignou. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis monté à Goignou, j'ai essayé de savoir pourquoi. Oui, j'ai la photo. Impossible. La photo, voilà, justement, où vous êtes à Goigne. C'est elle qui est pas. C'est Marie-Dominique, effectivement, qui a été la mère nourricière de votre grand-mère, qui est partie. Elle est partie en Afrique du Nord. À Tunis, et elle est morte à Tunis, très vite. et donc, vous voyez, là, je suis avec ma cousine Marthe à Goigne. Et elle m'a dit, j'ai dit à Marthe que je ne parlerai pas. Alors, bon, quand on m'a dit ça, j'ai dit, eh bien, j'inventerai. Voilà. Ce que vous avez inventé, c'est ça, en fait. C'est ça, Bastarde. Voilà. Avec votre grand-mère. Et donc là, vous voyez, il y a le Trétor, là. C'est un rocher qui est magnifique, qui illustre bien, qui est collé au village de Goigne. Hein. De Goigne, on voit ça, c'est magnifique. C'est un endroit merveilleux. Bastarde, là, donc, encore sur votre famille. Ouais. Et puis, vous allez écrire un 3e roman, on viendra à la fin de l'émission, effectivement, sur la trilogie familiale. Et puis, vous avez pris de l'assurance, bien sûr, et on vous retrouve là, Jean-Pierre. Vous partez dans le roman historique. Oui, alors, bon, j'avais écrit 3 romans sur la famille, donc je me suis dit, j'ai fait le tour. Mais comme je suis un enfant d'Ajaccio, je me suis dit, je ne peux pas écrire... et puis, j'ai une passion pour Bonaparte, je suis fasciné. Et je voulais écrire une suite romanesque sur un Bonaparte méconnu, d'ailleurs, Jean-Pierre. Hein. Le désert sans gloire, là, c'est l'épisode où Bonaparte est véritablement sanguinaire, pendant la campagne D'ailleurs, d'Égypte. le titre porte bien, exprime bien ce qu'on trouve dans le livre, c'est le désert sans la gloire. Sans la gloire. C'est-à-dire que l'armée française, la République, qui devait exporter les Lumières en Orient, en fait, ils sont conduits comme des barbares.
Et vous enchaînez aussi avec le choix du sabre. Là encore, j'aime bien vos titres hein, d'ailleurs. Ouais. Et le miracle de Marengo. Là aussi, c'est une bataille méconnue de Bonaparte, pendant qu'il est consul d'ailleurs. Hein, pendant qu'il est Premier consul. S'il perd à Marengo, il perd tout. Mais là aussi, là, c'est intéressant de vous écouter parler comme ça. Vous, l'élève qui n'a pas eu le bac, qui n'avait aucune culture, vous vous êtes forgé une culture énorme. À chaque fois, vous devez lire beaucoup avant d'écrire ce genre de livre. Oui, là, je suis beaucoup documenté, mais en même temps, c'est un plaisir. Hein. Donc, bon, je me documente, mais je ne suis pas là à me dire... Non, je prends du plaisir. Il est là aujourd'hui, justement, le Jean-Pierre Nucci, qui prend du plaisir à apprendre et toujours apprendre. Toujours. En fait, la paresse, vous voyez, la paresse, c'est Brel qui disait ça. C'est la paresse, c'est de se dire... Je suis bien comme je suis là, ça va. J'ai pas besoin de plus. Ça, c'est la paresse. Et moi, je suis pas paresseux. J'étais paresseux. Enfin, j'ai une forme de paresse quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je suis pas paresseux. Au contraire, j'ai besoin de me nourrir tout le temps, Est-ce que vous avez besoin d'être aimé aussi, en tout cas d'être reconnu aussi? Mais regardez, là, c'est à Paris. C'est quand même une belle librairie qui s'appelle Le Coupe-Papier. Les gens sont venus... Vous le vivez comment? Comme là, une c'est revanche? des clients. Vous le vivez comment? Vous êtes devenu un honnête homme, vous, maintenant, Jean-Pierre. Hein Vous le vivez comme une revanche? Vous le vivez comment, ça, de voir que vous êtes une plume, qu'on achète vos livres? Ben, je suis content. C'est une grande satisfaction. Mais c'est pas... Non, j'ai aucune revanche à prendre sur la vie. Au contraire, la vie, elle a été généreuse avec moi. Elle m'a donné des coups. Mais comme je vous ai dit, j'étais résilient, donc j'ai oublié. Et par contre, elle m'a offert, et puis elle m'a offert ma famille. Hein. J'ai une femme et 2 enfants merveilleux. Donc, complètement. Voilà. Et puis vous avez encore des idées, parce que vous allez partir sur un nouveau roman où là, ça va être ni la famille, ni l'histoire, mais complètement le fruit de votre imagination. Et ça, c'est pas facile. C'est plus dur, il faut creuser les personnages un peu plus... Enfin, il faut aller un peu plus en profondeur. Et puis j'ai lu un livre donc, dernièrement sur Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci disait une chose... Ce qui se conçoit bien se fait lentement. Et moi, là, vous avez vu, tous les 2 ans, j'ai sorti un roman. Ouais. Bon, j'avais besoin d'asseoir une position, parce que j'étais un peu un imposteur. Hein. Vous arrivez... Ouais. Moi, un jour, il y a un ami, il m'a dit « Mais toi, t'es sportif, toi, qu'est-ce que tu écris faire ?» C'est comme ça. Mais, donc, bon, maintenant, ma position à Liège, voilà, je suis bien positionné. Je prends mon temps pour le prochain roman, voilà. Je veux bien creuser mes personnages, je veux qu'il soit bien terminé et qu'il soit beau. Eh bien, on l'attend ce nouveau roman. Allez, en attendant, on va faire un selfie. Allez. OK. Il est prévu pour quand, dans ce sens-là? Il est prévu pour quand, le prochain roman? Peut-être l'été prochain, mais c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Prenez votre temps. Allez, un petit sourire. Voilà. Ça a été une très belle rencontre, Jean-Pierre. Merci infiniment. Merci infiniment. Et longue route à vous. Hein. Merci. Elle est encore longue, là, j'en suis sûr. J'espère. Par là. Par là.